commencer, je m'excuse, je vais lire, parce que voilà, les Italiennes, vous connaissez un peu, on est très bavards, donc je préfère lire et risquer de finir un peu plus tôt que commencer à papoter et ne jamais terminer. Donc, Jacques Ellul, paraît-il, il refusait de voyager en avion. Ainsi, j'aime l'idée de commencer mon intervention aujourd'hui en vous invitant à imaginer notre auteur dans un compartiment de train, ce qu'on a fait par ailleurs beaucoup d'entre nous ce matin. Un compartiment de train, un voyage vers Pessac, vers Rome. Il aurait sans doute eu avec lui de quoi lire, surtout de quoi écrire. Mais je pense qu'il a très probablement aussi aimé simplement regarder par la fenêtre, en pensant aux réflexions partagées avec ses différents interlocuteurs, et notamment avec Bernard Charbonneau, son grand ami, son grand interlocuteur, parce qu'entre eux, il était souvent question de distance, d'espace, de temps, de liberté dans leur dialogue. Et je voudrais donc commencer par un petit hommage à Bernard Charbonneau aussi, une petite citation tirée d'un article justement publié sur Réforme et republié récemment sur un tout petit livre, un tout petit joyau qui s'appelle « Lexique du verbe quotidien ». Charbonneau de dire « Nous avons pris conscience de l'espace parce qu'il commence à nous manquer. À la fois l'étendue et le lieu qui le détermine. Quelle que soit la puissance de nos moyennes, il se limite toujours aux bornes de la Terre et plus strictement encore à la durée de l'homme. L'espace, c'est le temps. Le monde médiéval était infini. Le nôtre se réduit à quelques heures de tour pour nos avions, à quelques secondes pour les nouvelles. Ce vol foudroyant qui nous transporte en quelques minutes réduit notre espace à quelques mètres. La Terre n'est plus qu'un point si la puissance de nos armes peut la détruire en un instant. » Fin de citation. J'aime donc penser que Ellul, en ce long voyage, Pessac-Rome en train, c'est quand même un bout de voyage, quoi. Ce long voyage du mois de janvier 71, il avait probablement avec lui des notes, les notes de ce qui allait être publié quelques mois plus tard sous le titre de l'Espérance oubliée, lors de son premier déplacement pour participer au colloque Castelli. On peut se demander, pour continuer un peu le fil rouge de la biographie et de la découverte de ce qui était par derrière les événements, on peut se demander si, dans ce voyage, il avait déjà lu Le temps invertébré de son collègue italien, dont la traduction en français venait de paraître. On peut se demander, c'est tout à fait légitime, s'il avait été invité au colloque Castelli par l'invitation de Paul Ricoeur, ou tout de même sur sa présentation. Justement, ça revient du travail de réconciliation, de dialogue entre les deux. Est-ce que Ricoeur, en travaillant avec Castelli, avait proposé d'inviter Ellul ou pas? Ça, on n'a pas encore assez d'éléments pour le savoir. On peut y remonter. Les carnets de Castelli sont disponibles. Les lettres entre les uns et les autres paraissent de temps en temps. Et donc, je laisse là un petit caillou blanc en espérant que quelqu'un va arriver à continuer ce chemin. Cependant, ce qu'on a aujourd'hui, il faut faire avec ce qu'on a par ailleurs, ce qu'on a aujourd'hui est la certitude que si on analyse un bon nombre de pages de l'Espérance oubliée, il nous paraît plutôt clair que la rencontre entre les trois savants, Ellul, Ricoeur et Castelli, a porté des fruits tout à fait nourrissants. Ainsi, pour répondre à l'invitation de Stéphane et de von Ricoeur, j'aimerais donc vous proposer de parler de deux lieux de rencontre entre nos trois savants. Un lieu concret, donc, dans un temps concret, ce qui va fonctionner un peu comme cadre pour nous, les colloques Castelli. Un lieu de sens, là où les regards et les pensées des trois auteurs ont pu se rencontrer davantage, à savoir donc le débat autour de l'espérance, tel que Ellul en rend compte dans les pages de son ouvrage pivot pour sa propre théologie. Les colloques Castelli, donc, dans le cadre de ce qui à l'époque s'appelait à sa naissance Istituto di Studi Filosofici, Institut d'études philosophiques, qui porte aujourd'hui aussi le nom de son fondateur et directeur, à partir de 1961 à Rome, une série importante de colloques eurent lieu sous le guide de philosophe, donc Enrico Castelli. Le domaine concerné, en premier lieu, était la philosophie de la religion,
que l'on définit pas à tort une discipline de frontières. La passion pour l'interdisciplinaire étant une des passions partagées entre nos auteurs. C'est justement en raison de sa nature entre les deux disciplines, la théologie et la philosophie, que dès le début, un bon nombre de théologiens, et pas seulement de philosophes, décida de rejoindre le projet. Parmi eux, on a des noms très connus, Jean Danielou, Rudolf Bultmann, Henri Bruyère, René Marlet, Ramon Parnicard, etc., etc. Lévinas, Vahagnan, Jacques Ellul vont rejoindre une première génération de savants dans ce parcours. Les thématiques analysées et affrontées lors des colloques ont évolué bien évidemment au fil des années. Cependant, la base de la discussion, son point de départ, demeure dans la question de la démythisation, inspirée bien évidemment par les réflexions de Rudolf Bultmann. Thématique qu'aujourd'hui nous continuons à traiter par des réflexions autour de la modernité, de la postmodernité, de la théologie publique, de la théologie politique. On a tout plein d'étiquettes. La question demeure la même. Elle prend juste davantage de facettes. À Philippe Capelle-Dumont de commenter dans son article qui rappelle l'histoire de la présence française, notamment au rendez-vous, ce que je lis tout à l'heure. Le caractère programmatique donné à la réflexion sur la démythisation, écrit-il, s'est décliné explicitement dans le traitement de tous les objets qui, selon Castelli, s'en trouvaient spécialement affectés. Ainsi, démythisation et image, démythisation et morale, démythisation et foi, démythisation et mal, 62, 65, 66, 67 respectivement, jusqu'à 1973 avec démythisation et idéologie. En tout cela, la question herméneutique était placée au centre, comme en témoignera plus tard Paul Ricoeur, qui dit « La philosophie herméneutique a constitué la référence obligée, voire l'adversaire privilégié du structuralisme de cette période, que ce soit en sémiotique, en psychanalyse, en exégèse biblique, ou dans la grande querelle sur le sujet et sur l'humanisme. » Dans la longue et riche histoire des colloques, ce qui est particulièrement intéressant pour les regards croisés entre nos auteurs, et non pas seulement entre Ellul et Ricoeur, mais donc aussi avec Castelli, c'est la discussion qui eut lieu pendant les 20 premières années de colloque environ, son évolution, les enjeux éthiques, pratiques, philosophiques qu'elle a pu nourrir. Ce n'est donc pas probablement un hasard que d'autres chemins furent empruntés après 1978, lors de la mort d'Enrico Castelli, qui était décédé l'année précédente. Le centre d'études, tout en demeurant fidèle à son fondateur, suivit le courant d'une nouvelle étape. Pendant ces 20 premières années de colloque, donc, 3 vagues sont indiquées par l'analyse de Philippe Capelle-Dumont, 3 parmi les 6 qu'il identifie en total dans l'histoire de l'Institut. Donc, on commence sur une première tranche de temps, d'années, entre 1961 et 1970, autour de la question qui porte sur l'objet religieux, à savoir donc le rapport de la philosophie de la religion au texte et au symbole de la foi et du sacré. Ensuite, entre 1971 et 1975, la question de l'histoire, de l'historicité devient prioritaire. On en reparlera, ce sont les années où, justement, les 3 auteurs qui nous illuminent aujourd'hui étaient bien présents au rendez-vous. Troisièmement, donc, pendant les 2 dernières années de vie de Enrico Castelli et jusqu'au colloque de 1978, les entretiens s'orientèrent de manière encore plus explicite autour des enjeux de l'herméneutique, de la sécularisation et des dynamiques sociopolitiques. Ça évolue, donc, mais ça fait sens. En parcourant donc l'histoire des colloques, Capelle-Dumont indique aussi 3 générations de savants qui ont nourri ce parcours. Une première génération de laquelle Paul Ricoeur faisait partie dès le début, même avant le début, dans la préparation du parcours. Une deuxième génération qui est celle qui voit Jacques Ellul arriver donc, en 71, comme on a évoqué tout à l'heure. Alors, quelques mots sur ce fameux Enrico Castelli, voilà, l'italien du coin. Qui était-il ? Il était né en 1900, un peu plus âgé donc que Ellul et Ricoeur. Il nous quitte en 1977. Il est le fondateur, le directeur de la revue
Archivio di Filosofia et de l'Institut d'études philosophiques. Et il est certainement quelqu'un dont la présence, dont l'interlocution a pu vraiment nourrir non pas seulement les dialogues, les colloques sur place, mais notamment la vie et la pensée de Ellul et de Ricoeur. Nous n'avons malheureusement pas le temps ni les connaissances suffisantes pour en proposer un portrait exhaustif. Cependant, en travaillant de manière approfondie autour de la pensée d'Ellul sur l'espérance, il a été possible de constater l'importance de la rencontre entre les deux intellectuels et d'en esquisser les liens avec une partie de la pensée de Paul Ricoeur aussi. Ce sera donc sous cet angle, sans doute limité et circonscrit, que je vous propose de voir quelques éléments qui peuvent contribuer à l'esquisse d'un portrait intellectuel du professeur. Un article biographique à la fois très élogieux et riche en informations nous offre un portrait du philosophe italien utile pour en discerner les passions de chercheurs et d'hommes de méditation. L'auteur du portrait, Xavier Tillet, n'hésite pas à thématiser certains éléments de la biographie de Castelli et de les indiquer comme étant en même temps des bases et des critères d'évaluation pour ses propres réflexions. Par exemple, je cite, « Sa méfiance envers la raison le fait se tourner logiquement vers ceux qui en sont dépourvus ou qui en ont annexé, le crétin et les fous. La folie est une grande catégorie de la pensée castellienne. Visiteur des asiles d'aliénés, il a repéré chez ces infortunés l'image de la condition humaine avilie, abîmée par le solipsisme et par la technique. Mais l'autre aspect ne doit pas être omis, qui révèle chez lui le sceptique, quelquefois sarcastique, sous les paradoxes de la grande pitié, divinant humaine, l'insondable misère du mal irrémédiable, et comment, malgré tout, la miséricorde peut encore témoigner. L'exemple muet des religieuses du Cotolengo astreinte au silence, qui sans relâche lavent à grande eau le corps souillé de ces démons infirmes, qui ne savent pas ce qu'ils font et se salissent comme de petits enfants. Cette attention à la misère humaine et aux plus malheureux fait que l'œuvre de Castelli est plus pathétique que critique, plus éthique que paralogique. Il a médité profondément sur la modernité, qui récolte les fruits amers de la science, et sur le temps lui-même, tour à tour invertébré, épuisé, harcelant, et toujours en peine de kairos, du temps juste à saisir. Ainsi, nous souhaitons retenir deux éléments de cette citation. D'un côté, bien évidemment, le regard porté sur la technique, et notamment sur ses victimes réelles et symboliques, et de l'autre côté, l'attention particulière portée sur les effets de la modernité sur l'idée du temps et de son emploi. Deux perspectives que Ellul ne manquera pas de remarquer aussi et qui constitueront le terrain sur lequel les deux auteurs pourront donc trouver un fertile terrain de dialogue. Tillet partage aussi une réflexion autour de la question à l'origine des colloques, la démythisation, et aux enjeux liés à cette approche. Je cite à nouveau, « Le thème choisi par Castelli, inspiré par l'ambiance de l'entreprise bultmannienne, était la démythisation. Castelli a donc démythisé à outrance, passant au crible des grandes notions philosophiques et religieuses jusqu'à s'apercevoir de la nécessité de remythiser. Le cercle est embouclé, avec la démythisation de la démythisation. L'initiative de ce colloque est un grand mérite et elle assure à Castelli une place de choix dans la philosophie du XXe siècle. Ces éclats de portrait de l'hôte romain, de Ricoeur et de Ellul nous aident à souligner et à présenter les éléments qui constituent le terrain commun, les questionnements partagés entre nos trois savants. Sans doute, l'approche herméneutique de Castelli donne la priorité à la question du temps et de sa perception, justement, et ce qui conduit naturellement à la définition de l'histoire et de sa narration. Je cite à nouveau quelques-uns des titres des œuvres principales de Castelli, le temps Esaurito, traduit en harcelant en français, qui est publié en 1947 en Italie, traduit en français en 1952, le temps invertébré, Tempo invertebrato, publié en français en 1970, le temps inqualifiable, inqualificabile, qui n'a pas été traduit en français, qui a été publié en 1975.
La même thématique du temps revient par ailleurs sur plusieurs de ses contributions dans le cadre des colloques. La technique, et nous aussi, affirme le philosophe italien, est obligée à calculer le temps et oblige les êtres humains à le faire aussi, à le quantifier, à lui donner une valeur. Le temps est ainsi transformé en marchandise et cela constitue l'attentat le plus dangereux contre le temps juste. Par cela, Castelli argumente son choix d'appeler technique du jour le temps de la technique, auquel s'opposerait un temps perdu, celui du sommeil et de la non-activité technicienne. Castelli associe plusieurs adjectifs au mot temps pour en diversifier la multiplicité de formes et d'interprétations. Il est ainsi question du temps harcelant, épuisé, passé, de la disponibilité, etc. J'avance un peu pour vous dire que Port-Ricoeur aussi, donc, est bien concerné par le projet des colloques Castelli, par ce chemin. Encore à Philippe Capel-Dumont de nous rappeler que, quelle que soit la subtilité de ces critères quantitatifs qu'on réunit, indéniablement, Ricoeur assura la présence philosophique française la plus manifeste, fidèle et significative au colloque. Invité et co-préparateur dès la première rencontre en 1961, il ne s'absentera qu'un de rares moments, assurant ainsi jusqu'en 2004, soit un an avant sa disparition, jusqu'à 22 présences, chiffre encore à ce jour inégalé. Comment ça fonctionnait les colloques? Donc, il y avait un groupe de suivi, d'accompagnement du projet qui se réunissait régulièrement et qui préparait d'une année à l'autre les différentes rencontres avec des thématiques spécifiques. Jacques Ellul, comme on disait, a donc rejoint, on ne sait pas encore comment, les colloques en 1971, donc une dizaine d'années après, inaugurant donc par cela le parcours autour de la théologie de l'histoire, donc en donnant une nouvelle direction avec les autres participants, parmi lesquels on compte aussi Gabriel Vahagnan, entre autres. La contribution de Ricoeur, événement essence à cette colloque, et de l'irréductibilité du droit à une théologie de l'histoire se trouve dans les actes des colloques. Comme on a dit, donc, c'était la première fois que Ellul participait au colloque, mais en lisant et en analysant le texte de l'Espérance oubliée, on peut voir combien cette rencontre, le dialogue avec Castelli, Ricoeur et les collègues, a certainement pu apporter du matériel et des réflexions à l'Espérance oubliée et donc à l'ensemble du discours théologique de Jacques Ellul. Nous venons donc au deuxième lieu, le lieu de sens, on peut dire comme ça, de la rencontre, qui est donc le débat autour de l'espérance. Le deuxième lieu n'est donc un lieu physique, on est plutôt dans les contenus, et c'est par l'Espérance oubliée donc qu'on a un point de vue sur cet échange, sur ce dialogue et sur le partage entre les trois auteurs. Deux thèmes, notamment, nourrissent le débat de Ellul avec ses deux collègues. On l'a un peu évoqué, je le répète. Le temps, l'histoire, d'un côté, et la question du lien entre la liberté et l'espérance. Ce qui est plus, il faut souligner le fait que c'est bien par la médiation de Castelli et de Ricoeur que dans son texte, dans l'Espérance oubliée, Ellul arrive à dialoguer dans son livre avec Martin Buber et avec Jürgen Moltmann, évidemment. Pardon. Donc, dans l'Espérance oubliée, on a plusieurs citations de Castelli, et notamment du temps invertébré. Une œuvre dans laquelle Castelli, en gros, critique l'impact de la technique sur la perception et sur la manière dont on vit le temps, qui devient donc justement invertébré, qui perd de structure, parce qu'il est réduit à une marchandise, il est réduit à quelque chose de très fonctionnel et privé de son côté de porteur de sens et de lieu où on pense au sens des choses et de nos choix. Dans une situation donc d'absence de sens, le rôle de l'espérance, dit Castelli, est celui de rappeler qu'il y a la possibilité d'avancer, de continuer le récit, de changer le récit et le temps qui va avec. Cette possibilité, qui est fondée sur la promesse, est la brèche sur laquelle l'espérance porte l'attention des désespérés.
Pour cela, Ricoeur, comme on le sait probablement, utilise le mot hiatus. On va y arriver tout de suite. Castelli, quant à lui, en parle en termes de temps. Et donc, il utilise le mot kairos. Là où le temps est invertébré, n'a plus de structure, n'a plus de sens, justement, il faut, par l'espérance, que l'on puisse retrouver le kairos et le saisir. Et c'est là qu'une rupture a lieu dans le mécanisme. C'est un peu le grain de sable dans l'engrenage. Dans l'Espérance oubliée, Ellul reprend alors une admirable formule, ainsi l'appelle-t-il, de Castelli, selon laquelle, je cite, « Le mythe de l'Éden est le paradis de l'espace vital, le paradis des essences, des formes pures, et l'enfer. Le doute, qu'il le soit, l'enfer, est la possibilité de décider contre, de reconquérir l'être à travers un contact existentiel dans lequel la discursivité devient un instrument de communication et non la communication. Le doute est donc l'espérance. » Ce jeune révolutionnaire Gaston, malgré lui, revient du coup avec l'idée et l'urgence de dire il faut que l'espérance casse les rythmes, que ça casse ce qui est normal, ce qui est déjà figé. L'espérance, donc, dit Ellul, assume une fonction émancipatrice par rapport à la norme, à la perfection et à la nécessité. Elle agit donc en posant le point de question au fond des affirmations, insérant par cela le doute. Deuxièmement, l'espérance naît d'un choix, le choix de transformer le définitif en doute. Nous sommes là devant l'un des aspects les plus intéressants du discours ellulien sur l'espérance, mais qui montre aussi l'importance du dialogue avec le kairos duquel Castelli nous parle. Il y a plus. L'autre passage de l'Espérance oubliée, dans lequel l'accord avec le philosophe italien est explicite, se trouve plus loin, dans un paragraphe sur l'espérance et le temps, au début de la partie constructive de l'Espérance oubliée. La même partie du livre est rappelée, et il arrive à affirmer, je cite, que dans ce temps invertébré, il est possible qu'il y ait une espérance, car l'espérance est constructive du temps vrai. L'espérance implique déjà une relation extratemporelle parce qu'elle est jonction du futur et de l'éternité. Cette partie de la réflexion, pas besoin de le dire, récinée à la fois dans le dialogue entre Bloch et Moltmann et dans le chemin tracé par la théologie de l'Ancien Testament, situe le discours ellulien sur l'espérance au plein cœur de la discussion de son temps. Que se passe-t-il du coup avec Paul Ricoeur ? Il n'y a que des fragments de citations des écrits de Ricoeur dans l'Espérance oubliée, auxquels Ellul fait référence. Notamment, on en parle dans le chapitre 3, l'espérance au temps de la déréliction, là où Ricoeur est, avec Jürgen Moltmann, parmi les interlocuteurs prioritaires de Jacques Ellul. Le texte de référence pour Ricoeur est sans doute la liberté selon l'espérance, que Ellul reprend et cite et incorpore dans son œuvre, par trois éléments. La citation qui vient donc du texte de Ricoeur, selon laquelle la religion d'un homme engendre une histoire, citation que Ricoeur prend de la pensée de Martin Buber, et qui permet donc d'insérer l'importance de la réflexion autour de l'espérance sur la réflexion autour de la narration. Mon histoire a du sens dans la mesure où elle est portée par un homme avec la majuscule. L'histoire de l'individu est accueillie, associée à l'histoire du salut et de la promesse, et par cela, elle devient porteuse de sens et d'espérance. Le deuxième élément est celui que tous les trois, Castelli aussi souligne, l'espérance est donc vue comme une rupture, comme ce que Ricoeur appelle, en la préparant par la formule « en dépit de ». Car elle est fondée sur ce hiatus, cette creatio ex nihilo, qui est la narration de la croix et de la résurrection. Je vous cite un très beau passage de Ricoeur qui est cité à son tour par Ellul. « Si la résurrection est résurrection d'entre le mort, écrit Ricoeur, toute espérance et toute liberté sont en dépit de la mort.
C'est là le hiatus qui fait de la nouvelle création une création ex nihilo. Comment donc raconter la résurrection? Eh bien, à proprement parler, on ne la raconte pas. La discontinuité dans le récit est la même que dans la prédication. Pour le récit aussi, il y a hiatus entre la croix et les apparitions du ressuscité, le tombeau vide et l'énoncé de ce hiatus. Le troisième élément, et la conséquence de cette réflexion nous porte donc autour de la question sur la liberté, qui ouvre donc la porte aux questions éthiques, au questionnement éthique. Qu'en résulte-t-il pour la liberté, écrit Paul Ricoeur. Toute espérance portera désormais le même signe de discontinuité entre ce qui va à la mort et ce qui nie la mort. C'est pourquoi elle contredit la réalité actuelle, l'espérance en tant qu'espérance de résurrection, et la contradiction vivante de cela même d'où elle procède, et qui est placée sous le signe de la croix et de la mort. En concluant, la théologie de l'espérance est donc appelée par les trois auteurs, Castelli, Ellul et Ricoeur. Moltmann, évidemment, devient un peu le pivot autour duquel la réflexion et le dialogue entre les trois est porté. Voilà, je reprends. La théologie de l'espérance est donc celle qui représente une novation de sens, dit Ricoeur, qui fait irruption dans une ordre fermé, qui ouvre une carrière d'existence et d'histoire. Le lien est donc posé dans le dialogue entre nos trois auteurs, entre eschatologie, promesse et espérance. Le terreau fertile de la théologie de l'espérance et donc des paroles de Jürgen Moltmann sont donc utiles aux trois auteurs à reprendre non pas seulement la définition d'espérance en tant que telle, mais aussi la définition de son rôle, du rôle de l'espérance dans la quête de sens et dans la quête de sens dans le temps et dans l'histoire, dans la narration des êtres humains et des communautés. Au croisement des regards, donc, l'espérance peut alors être définie comme ce qui est à la base de l'impulsion de rupture de sens et d'action vis-à-vis d'un futur autrement figé et nécessaire. Ainsi, dans un temps plus que jamais éclaté et liquide, gouverné par la technique et les techniques, parler d'espérance signifie poser tout d'abord la question du temps, de notre propre temps d'individu, en lien et en relation avec celui de la collectivité, des récits qui fondent nos existences et qui les nourrissent, et du temps de la Terre, qui nous accueille et qui parfois, comme disait Charbonneau, nous paraît rien plus qu'un petit point, tellement fragile. Parler espérance signifie garder les forces de mettre toujours et encore un point de question à la fin de nos postulats et racheter le temps pour reconnaître et indiquer ce hiatus, ce kairos, à partir duquel une autre histoire est possible. Et merci.